Nouvelle émission. Émission Boubès. La diaspora reprend la parole sur Sud FM. Tous les samedis de 19h à 20h, place à la diaspora. Veillée d'armes dans l'état-major politique en France, scrutin à l'issue très incertaine. Scrutin sous très haute sécurité aussi en raison de la menace terroriste. Sud FM vous donne le mode d'emploi de cette élection présidentielle avec des représentants de candidats qui caressent le rêve de voir leur candidat se qualifier pour le second. Dans ce numéro spécial Parole à la diaspora, Abdoulaye Cissé reçoit tour à tour Dr Seydou Kanté, fondateur de l'Institut africain de la géopolitique et soutien actif d'Emmanuel Macron. À sa suite, Sud FM déroule avec Sonia Rabotonso, docteur en pharmacie et secrétaire nationale à l'engagement citoyen du parti Les Républicains et membre du staff de campagne du candidat François Fillon. Un seul leitmotiv pour tous, convaincre jusqu'au bout, chaque voix compte. Le débat africain de la présidentielle française, c'est donc Parole à la diaspora sur Sud FM Sen Radio avec Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé déroule avec nos compatriotes de l'étranger qui s'illustrent chacun dans son domaine. Leader d'opinion, Intellectuel, artiste, homme politique, mouvement associatif basé à l'étranger, vous retrouverez votre place sur Sud FM. Place à la diaspora, c'est tous les samedis de 19h à 20h sur Sud FM. Place à la diaspora, une émission présentée par Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, une nouvelle émission que vous propose Sud FM Sen Radio tous les samedis de 19h à 20h. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir encore chez vous dans le cadre de cette journée spéciale élection présidentielle en France. 23 avril 2017, on saura dans quelques heures certainement quels seront les deux candidats qui seront qualifiés pour le second tour du 6 mai prochain. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais on ose imaginer, conformément à tous les sondages donnés jusqu'ici, que les deux qualifiés seront parmi les 4 candidats de tête, c'est-à-dire Marine Le Pen du Front National, Marine Le Pen de Bleu Marine, je devrais dire, candidate de Bleu Marine, Emmanuel Macron, candidat du mouvement politique En Marche, François Fillon, candidat de la droite et du centre, candidat Les Républicains, et bien entendu le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs qui fait ce qu'on pourrait appeler une fantastique remontée depuis ces derniers jours de campagne. On verra bien si cela va se traduire dans les urnes ou pas. En tout cas, j'ai le plaisir de traiter de ce sujet aujourd'hui avec un compatriote, un franco-sénégalais, puisque bien sûr, il faut avoir le droit de vote pour pouvoir aussi être impliqué dans cette campagne. Seydou Kanté, bonjour. Bonjour, M. Cissé. Seydou Kanté est sénégalais, docteur en géographie politique. Seydou Kanté est le fondateur de l'Institut africain de géopolitique, créé à Dakar, mais qui est implanté en France même. Pourquoi Seydou Kanté? Parce qu'il fait partie aussi de ceux qui ont été parmi les premiers à penser qu'il pouvait accompagner Emmanuel Macron jusqu'au bout. Quand le mouvement En Marche a été porté sur les fonds baptismaux, Emmanuel Macron n'était même pas encore sorti du gouvernement. Seydou Kanté fait partie, en tout cas, des premiers à avoir choisi de suivre, d'accompagner, de sensibiliser et de mobiliser pour le mouvement En Marche du candidat Emmanuel Macron. Seydou Kanté, nous sommes quand même sur une fin de campagne un peu perturbée par un attentat terroriste sur les Champs-Élysées, qui a fait que d'ailleurs le dernier jour de campagne a été quelque peu perturbé. Votre candidat Emmanuel Macron a suspendu sa campagne pour honorer la mémoire du policier tué sur les Champs-Élysées. J'imagine que les militants, les sympathisants d'En Marche étaient encore surmotivés pour accompagner, pour animer cette dernière journée de campagne électorale. Certainement qu'il y a un peu de frustration, mais devoir de mémoire oblige, n'est-ce pas?
Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, devoir de mémoire oblige. Parce que ces derniers jours de campagne est fondamental. Parce que c'était les derniers jours qui servaient à mobiliser, à remobiliser, mais surtout à aller aussi convaincre les indécis. Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, en fait, tout se joue dans un mouchoir de poche. C'est vrai que notre candidat il est en tête dans les sondages, dans les opinions de vote, mais ça reste encore jouable pour les 3 autres candidats qui sont derrière lui. Donc voilà, mais le contexte a fait que le contexte des posants, le contexte d'attentats terroristes déjà, il y a le ministère de l'Intérieur il y a 2 jours évoqué qu'il y avait un complot d'attentats qui a été déjoué contre 3 candidats, dont Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon. Et hier, malheureusement aussi, il y a eu un attentat terroriste, il faut le dire, lâche sur les Champs-Élysées, l'avenue la plus fréquentée au monde, surtout la plus fréquentée en France, qui est un compte touristique très important, dont un policier a perdu la vie. Donc, je pense qu'à la mémoire de ces policiers et pour la mémoire des victimes de cet attentat et le contexte posant de menaces terroristes qui fait, je pense qu'une journée de campagne suspendue n'est pas une journée de trop. Je pense que ça vaut. Le contexte oblige que nous suspendions notre campagne sur ce dernier jour de campagne. En fait. Seydou Kanté, on va rentrer de plein pied dans le sujet quand même. Vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, les 3 autres candidats. Je comprends que pour vous, vous excluez les autres, ce n'est pas de la condescendance, mais vous pensez, comme beaucoup d'observateurs, que cela se joue entre Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est bien ça ? Tout à fait. Je pense que ça se jouera entre ces 4-là, mais j'espère au plus profond de moi que Emmanuel Macron va arriver en tête le 23 avril, peu importe le candidat qui s'ouvre après, je pense que c'est mon souhait le plus important. Les autres candidats, il y a Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit tantôt, a fait une remontada, comme on dit dans le foot, extraordinaire, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est un tribun, il a un temps de la hauteur, mais est-ce que cette remontée de Jean-Luc Mélenchon se confirmera dans le jour de vote, c'est à voir aussi. Mais aussi, il ne faut pas oublier que cette remontée de Jean-Luc Mélenchon s'accompagne d'un tassement de voix de Benoît Hamon. Donc, Parti socialiste, candidat du Parti socialiste, est-ce qu'il n'a pas atteint un plafond où il ne peut plus avancer? Et depuis quelques jours, les sondages montrent en fait que Jean-Luc Mélenchon reste bloqué à son score de national. C'est votre souhait en fait qu'il soit bloqué à ce niveau-là? Ah ben bien sûr, c'est mon souhait et j'espère très sincèrement en fait que Emmanuel Macron va arriver premier lors de ce premier tour. C'est quoi l'objectif d'Emmanuel Macron? Arriver premier ou quand même juste se qualifier et après faire jouer le jeu des alliances pour le second tour? L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'être élu président de la République française. Et pour cela, il faut être qualifié au second tour. C'est la première étape. Une fois qualifié au premier tour, maintenant, en politique, il y aura des alliances. Mais comme l'a dit Emmanuel Macron, il n'est ni de gauche ni de droite. C'est les Français, c'est à eux. En dernier ressort revient le choix de porter la personne qu'ils jugent le plus compétent, le mieux à réformer profondément ces pays. Et je pense qu'Emmanuel Macron est l'homme le mieux placé parmi ces candidats à redresser la France. Seydou Kanté, je vais solliciter le spécialiste de la géopolitique, j'allais dire des sciences politiques, que vous êtes, pas le militant, pas le sympathisant de En Marche. Est-ce que vous ne pensez pas que votre candidat, à supposer qu'il soit qualifié pour le second tour, il sera quelque peu pris à son propre piège, puisque Emmanuel Macron a toujours dit qu'il n'est pas dans le jeu des appareils. D'ailleurs, il s'est affranchi de la tutelle de ce gouvernement de gauche, du Parti socialiste, et se positionner, et il a toujours martelé qu'il n'est pas dans le jeu des appareils et des alliances. Alors que tout à l'heure, à vous entendre parler, au second tour, il faudra forcément discuter avec les appareils, avec les candidats. Est-ce qu'en ce moment-là, quand même, ce ne sera pas un petit reniement, un petit renoncement par rapport à ce qui a fait jusqu'ici Emmanuel Macron, c'est-à-dire s'ouvrir à tout le monde, sans conciliabule, sans petite combine, sans calcul d'appareil, comme on a pu reprocher au Parti socialiste d'avoir fait sa petite cuisine interne pour donner quelques collectivités aux écolos pour pouvoir rallier sa candidature? Je ne pense pas du tout. Il faut savoir une chose, que Emmanuel Macron, il est soutenu par le mouvement En Marche, 240 000 Français qui le soutiennent. Et parmi ces 240 000 Français, il y a des personnalités de gauche qui sont déjà élues, il y a des personnalités de droite, de centre, il y a cette personnalité de la société civile. Donc,
les Français, quand ils feront confiance à Emmanuel Macron, l'élu président de la République, je pense que on parlait de sciences politiques, je pense qu'ils vont lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse gouverner, ça n'aura pas de sens. Et dans ce cadre-là, faire des alliances, ça ne veut pas faire de compromissions, ça ne veut pas de renier à ses convictions. Parce que Emmanuel Macron, la dynamique Macron, c'est qu'en fait, il met fin à la particratie. Je pourrais appeler parti croissant, c'est-à-dire le clivage gauche-droite qu'on a vu en France depuis la Ve République. Donc voilà, les Français ont besoin de renouveau, les Français ont besoin de nouvelles façons de faire de la politique, les Français ont besoin de quelqu'un qui puisse redresser l'économie française et qui ne mette pas les Français les uns contre les autres, mais qui redresse la France, qui fait baisser le chômage, qui est le mieux placé parmi ces candidats pour parler d'économie, ce n'est pas Emmanuel Macron. Seydou, on va rentrer dans le fond de son programme. Justement, pourquoi lui? Parce que allez, vous nous dites qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Quelqu'un vous dirait, tant qu'à renouveler, tant qu'à changer radicalement, pourquoi pas Marine Le Pen? Mais je percevais dans votre discours tout à l'heure qu'il ne faut pas choisir quelqu'un qui divise, qui oppose les uns les autres. Mais fondamentalement, pourquoi Emmanuel Macron? On lui a beaucoup reproché de ne pas avoir de programme, d'être d'accord avec tout et tout le monde. Ça, c'est une critique qui a été souvent relayée, notamment par des candidats de gauche et de droite qui reprochent à Emmanuel Macron de n'avoir pas de programme et surtout d'être d'accord avec tout et tout le monde. Ça, c'est le débat, c'est le discours des adversaires politiques parce qu'ils savent que Emmanuel Macron est dans une dynamique. Moi, mon adhésion, mon vote pour Emmanuel Macron n'est pas un vote d'utile, mais c'est un vote d'adhésion. Emmanuel Macron, je l'ai suivi. J'ai lu son livre, La Révolution, et je sais c'est quoi son programme économique pour la France. Je sais c'est quoi son programme sur le plan des relations internationales et surtout son plan, son projet pour l'Afrique. Parce que je suis quand même français d'origine africaine. Et tout cela m'a séduit. Parlons de Marine Le Pen. Marine Le Pen, son discours sur le Veldiv a montré à suffisance que le prénom qui a changé, mais que le bleu marin reste le parti de son père. François Fillon, parlons-en encore. Je pense que cette rigueur, elle est des façades. Son programme est socialement injuste. Son programme va casser, mais de manière brutale, le service public et économiquement invivable, irréalisable. Alors qu'Emmanuel Macron, on va parler de ça, quelqu'un qui fait baisser le chômage pour permettre à ces Français de trouver de l'emploi, mais aussi défiscaliser les heures supplémentaires pour augmenter le revenu supplémentaire pour les salariés. Ensuite, parlons de la taxe d'habitation. Je pense que vous êtes propriétaire ou vous êtes là. 80% des Français ne paieront plus de la taxe d'habitation. Mais c'est quoi? C'est quasiment un mois de salaire économisé. Ça augmente le pouvoir d'achat. Mais aussi, surtout, sa relation avec l'Afrique. Parce qu'Emmanuel Macron veut mettre fin à la France-Afrique. Et surtout, ne pas considérer les pays africains, particulièrement le Sénégal, comme étant un précaré de la France. Mais surtout, mettre en place une coproduction avec l'Afrique. L'Afrique, c'est quoi? C'est presque 1 milliard d'habitants. Parmi eux, il y a 350 millions d'Africains qui sont de classe moyenne, qui voyagent, qui se cultivent, qui viennent en France. Il y a des chefs d'entreprise en Afrique qui est là. Donc, pour voir comment créer une synergie entre la France et l'Afrique, qui est un partenaire gagnant-gagnant. C'est ça qui m'a séduit le plus dans le discours d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'au-delà même de redresser l'économie française et permettre aussi la France de se redresser, baisser le chômage, mais aussi faire de ces pays en fait que chacun ait sa chance, quelles que soient ses origines, que ce soit son appartenance religieuse, que ce soit sa couleur de la peau, mais qu'on est français. D'abord, quand on est français, on a toutes les chances que les autres. Et Emmanuel Macron lui-même en est l'incarnation parfaite. Son parcours scolaire, son parcours économique, quelqu'un qui a travaillé dans le privé et qui a été ministre de l'économie française, il n'y a pas mieux placé pour parler d'économie de la France. Oui, mais vous savez quand même que son parcours ne ressemble pas au parcours du français moyen, du français lambda. Et ça, c'est un écueil quand même à la botte de Emmanuel Macron, puisqu'on lui reproche d'être un privilégié, d'être un banquier d'affaires. Le seul parcours qu'on lui connaît, c'est d'avoir été banquier, puis d'avoir été dans le sérail de l'administration étatique. C'est quand même un écueil. C'est pas un écueil, je pense que c'est un avantage. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il a travaillé dans le privé et il a travaillé dans le public. La plupart des candidats que nous avons ici, comme François Fillon, depuis qu'il a commencé à travailler, il a travaillé avec le secteur dans le public. Depuis qu'il a commencé à travailler, c'est l'État français, les Français qui le rémunèrent. On a vu ce que cela a donné. Et ça ne suffisait pas et que ça en a mis plein la poche pour lui-même et sa famille. Donc,
tout cela pour parler aussi de la moralisation de la vie politique française. Et Emmanuel Macron en fait un sacerdoce. Et vous parlez de, il n'a pas un parti particulier, mais c'est quasiment l'un des plus pauvres des candidats. On prend les déclarations de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle, même Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus riche qu'Emmanuel Macron. Donc, tous ces gens-là qui sont dans la politique pendant plus de 30 ans, 40 ans, et qui ont fait pendant 30 ans, ont changé de mandat, soit ils sont députés, ou sont maires, ou sont sénateurs. Donc, ils ne vivent que de la politique, et de la politique politicienne. Alors que là, actuellement, je pense que c'est un phénomène global. On est dans la contexte de la mondialisation globale. Les Français, comme la plupart des pays, ont besoin de ça, une nouvelle façon de faire de la politique. Des gens qui ne sont pas assis sur, comment dirais-je, un certain establishment qui sont là pendant 30 ans, ils font la même chose. Mais il faut donner la chance aussi à d'autres personnes, à d'autres visages de redresser les pays. Et Emmanuel Macron, il est jeune par les idées, pas par l'âge, mais il est quelqu'un d'extrêmement compétent, dynamique, et qu'il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il projette pour la France. Et le reproche qu'on lui fait souvent de dire que ouais, c'est quelqu'un qui est d'accord avec tout le monde, ce n'est pas un reproche. Si tu vois quelqu'un dans ton adversaire qui a une idée qui est pertinente, le dire, je pense que c'est une grandeur d'esprit plutôt que d'une faiblesse. Seydou Kanté, on a parmi les reproches qu'on fait à Emmanuel Macron, on va le dire aussi, c'est d'avoir créé son mouvement, mais finalement à se retrouver avec des apparatchiks quand même, des gens qui sont dans des appareils de parti et qui l'ont rejoint. Finalement, on se demande s'il n'a pas reconstitué une sorte de club de frustrés dans certains appareils. Il y a quand même beaucoup dans son encadrement qui étaient au Parti Socialiste, qui étaient au centre, qui étaient ailleurs. Après, il a peut-être fait un mix entre tout ça pour se dire que je ne suis ni de droite ni de gauche, mais en général, quand même, c'est des gens qui viennent des appareils politiques. C'est vrai, des gens qui viennent des appareils politiques, mais si quelqu'un dit que je rejoins Emmanuel Macron, il ne peut pas dire non, ne venez pas. On est en politique, chaque voix compte. Mais cela dire, l'appareil, l'administration de l'équipe Macron est composée à plus de 90% de personnes qui n'ont jamais fait de la politique. Donc ces gens qui viennent, c'est des cautions morales, mais ça ne veut pas dire qu'ils rejoignent Emmanuel Macron et une fois élu président, qu'ils vont retourner aux affaires. Non, je ne pense pas. Mais Seydou, vous voyez que le mouvement En Marche a commencé à avoir les mêmes problématiques que les partis traditionnels, notamment dans les investitures. Il y a quand même dans certains coins où quand même il va falloir faire un arbitrage quand même pour désigner les candidats. Vous n'étiez pas candidat vous-même, vous n'avez pas proposé votre candidature quelque part? Dites-nous la vérité, Seydou. Pour l'instant, je n'ai pas encore porté ma candidature, peut-être que ça va venir, peut-être pas. Mais pour savoir, à l'instant où on parle, il n'y a que 14 députés qui ont été investis. D'où la difficulté quand même à choisir les candidats. Ce n'est pas une difficulté parce que les 14 députés, il n'y a aucun qui était en poste avant. C'est des personnalités nouvelles qui auront une nouvelle façon de faire la politique. C'est quoi? On a tous les adhérents. Pour te dire comment le mouvement marche, tous les adhérents sympathisants du mouvement marche qui souhaitent candidater ont reçu des mails. Ils se demandent juste de dire son CV, son profil et d'envoyer. Ensuite, il y a une commission qui va se réunir pour choisir les candidatures. Bien évidemment, on est en politique, chaque choix c'est d'éliminer. Je pense qu'il y aura un consensus pour trouver des candidats qui pourront gagner des circonscriptions pour que Emmanuel Macron, une fois élu président, puisse gouverner avec toute la aisance qu'il faut. Alors, Seydou Kanté, vous avez évoqué tout à l'heure quand même les rapports à l'Afrique, on va quand même s'y intéresser. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron pourra proposer de plus et qui va nous sortir, vous le disiez aussi, de la France-Afrique, des rapports un peu de connivence entre la France et l'Afrique, entre plutôt des dirigeants français et dirigeants africains. Parce que les États en tant que tels, les Africains n'ont pas vu beaucoup de bénéfices, mais de connivence entre les dirigeants français et africains, oui, c'est peut-être ça même la France-Afrique. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va changer à ce niveau-là? On l'a vu aussi quand même communiquer beaucoup sur ce coup de fil de Barack Obama à Emmanuel Macron. Cela veut dire aussi qu'on est un peu dans le petit calcul, dans la petite tambouille entre gens de la bonne société, quoi, non? Non, mais je pense que Barack Obama, il n'est plus aux affaires. Je pense que c'est un ancien président. Ça reste Barack Obama quand même, n'est-ce pas? Je pense que c'est flatteur pour nous. Moi, j'étais très content quand j'ai appris que Barack Obama l'a appelé. Et quand c'est Ali Bongo qui va vous appeler, ce ne sera pas très flatteur, non? Non, comparaison n'est pas raison. Celle-là, vous la publierez ou vous la cacherez? Comparaison n'est pas raison.
pour revenir... Je ne veux pas dire si c'est Macky Sall qui appelle, bien entendu. Je veux rester neutre. Mais si c'est Ali Bongo qui appelle, est-ce qu'on en fera de la même publicité que celle qu'on vient de faire sur le coup de fil de Barack Obama qui souhaite juste prendre le pouls de la campagne et puis voilà, de la situation d'Emmanuel Macron? Je pense que si Barack Obama même était président de la République, et président encore des États-Unis, il n'allait pas appeler Emmanuel Macron. Le fait qu'il n'est plus président, c'est la raison pour laquelle il s'est permis d'appeler. Je pense que il n'a pas appelé les autres. Voilà, il n'a pas appelé les autres, ce qui est bon signe pour nous. Je pense que les présidents africains, que ce soit Macky Sall ou Ali Bongo, ils ont certaines réserves parce qu'ils ne savent pas comment les choses vont se passer. Donc ils ne vont pas se mouiller, entre guillemets. Mais pour revenir à la question de la relation avec l'Afrique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer les chefs d'État. Quand on est chef d'État, il faut négocier avec les chefs d'État. Mais mettre fin à la France-Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part, voir en Afrique comme étant un continent à haut potentiel économique et démographique. Comme je l'ai dit tantôt, c'est 1 milliard d'habitants bientôt et 350 millions d'Africains qui ont une classe moyenne et qui voyagent, qui se cultivent, qui consomment, qui sont souvent en France. Mais aussi, on a une chance avec les pays africains parce qu'il y a 25 pays africains qui parlent français. 25 pays africains parlent français. Donc la langue française peut être un lien entre la France et les pays africains. D'autre part aussi, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire permettre aux entreprises africaines, aux chefs d'entreprise africains qui veulent accéder au marché français, de leur faciliter leur séjour et le déplacement en France, mais aussi créer des conditions entre les entrepreneurs africains, sénégalais si vous voulez, et les entreprises françaises, afin qu'il y ait une échange économique viable. Mais surtout aussi les étudiants, donc faciliter encore la mobilisation des étudiants africains en France, faciliter les conditions de séjour, mais aussi créer des partenariats avec les pays d'origine. Comment utiliser les compétences de ces étudiants africains, une fois les études terminées, comment organiser aussi ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent rester en France aussi, les permettre de travailler dans de bonnes conditions afin qu'ils puissent, une fois, un jour, permettre à leur pays de sortir de l'ornière. Et on parle souvent d'immigration, mais aussi, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'Africains ici en France qui font le chemin inverse. C'est-à-dire qui sont là, qui sont banquiers, qui sont juristes, qui sont avocats, qui sont professeurs, et qui quittent la France pour aller s'installer en Afrique. Et il y a beaucoup de Sénégalais. Et Emmanuel Macron, ici, dans son programme, il prévoit aussi de voir comment accompagner ces Africains qui sont porteurs de projets, comment les accompagner, comment les mettre à l'aise avec des moyens à leur disposition, en plus qu'ils puissent retourner, travailler, participer au développement de leur pays d'origine. Seydou Kanté, on va quand même évoquer la politique d'immigration d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il vous en dit? Ou plutôt, qu'est-ce qui transparaît dans son programme de sa politique d'immigration? On sait qu'il n'est pas sur une ligne assez radicale, genre Marine Le Pen ou François Fillon. Mais il n'est pas non plus pour ouvrir les vannes, pour accueillir, comme dirait l'autre, toute la misère du monde. Qu'est-ce qui transparaît de son programme d'immigration? Et qu'est-ce qu'il vous en dit en petit comité? Emmanuel Macron, c'est qu'il dit que la France doit être une chance pour tout le monde. La preuve, même dans son équipe de campagne, l'équipe restreinte, la première personne qui conseille Emmanuel Macron, qui lui est proche, c'est une Africaine. L'Occitanie. Donc, il ne juge pas les personnes par rapport à leur couleur, il juge la compétence. Il voudrait que les jeunes Africains qui sont là, qui ont été... C'est pas comme dirait Bruce Hortefeux, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Non, pas du tout. C'est pas le même genre. Je vous dis, la personne qui s'occupe de la campagne numérique d'Emmanuel Macron, c'est Mounir. Donc, c'est un Français d'origine algérienne, extrêmement compétent, qui n'a jamais fait de la politique, mais qui fait un travail extraordinaire sur le plan, sur les réseaux sociaux. Donc, tant d'autres personnalités qui sont de toute origine et qui travaillent pour la campagne de migration. Pour son discours, c'est la France doit être une chance pour tout le monde, quelle que soit sa couleur, ses origines et ses compétences. Et aussi, il l'a dit en comité, comme quoi que la France accueille beaucoup d'étudiants africains. Et chaque des pays, la France débourse en moyenne 6 000 à 7 000 euros par étudiant, quel que soit le pays d'origine. Mais une fois les études terminées, qu'est-ce qu'ils font? La plupart, après le master ou une thèse, ont du mal à s'insérer professionnellement en France. C'est du gâchis. Ils font quoi? Ils vont aller au Canada ou ils vont aller aux États-Unis. Alors que c'est la France qui les a formés.
Emmanuel Macron a dit que c'est du gâchis. Il faut mettre en place des mécanismes pour pouvoir utiliser cette compétence une fois les études terminées. Dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous lui aurez conseillé? Parce que vous êtes quand même le prototype de celui qui a fait ces études-là, qui a accumulé les diplômes. Je rappelle quand même que vous avez créé vous-même l'Institut africain de la géopolitique, créé à Dakar mais implanté ici même en France. C'est peut-être des choses à valoriser auprès d'Emmanuel Macron. J'imagine que vous ne manquez pas non plus de le faire. Mais tout à fait, hein. Justement, c'est petit rappel du coût que la France dépense par rapport aux étudiants africains. Et une fois les études terminées, ils ont du mal à s'insérer professionnellement parce qu'il y a des barrières raciales qui se posent. Il faut oser le dire. Quand on est noir, quand on est diplômé et qu'on veut un poste et qu'on postule, en général, ils ne voient même pas le CV, on voit la tête, on classe. Ça, c'est du gâchis pour la France. C'est extrêmement frustrant pour la personne qui postule. Et je lui ai fait part de ces remarques-là, et que c'est du gâchis. Donc, du coup, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, il travaille pour mettre en place un mécanisme afin qu'une fois les études terminées, et faciliter l'insertion professionnelle des étudiants africains. Et ceux qui souhaitent rentrer aussi, voir dans quelles conditions ils puissent rentrer avec une expérience pour servir les pays d'origine. Afin que voilà, les États-Unis et le Canada, pour une cité qui font l'économie de la formation, prendre ces talents-là ou les pays d'origine qui en perdent. Donc la discussion est en cours, mais je pense que l'entrepreneuriat auprès de la diaspora africaine, aussi l'insertion professionnelle de cette diaspora africaine, hein, sans tenir compte de leur couleur et mettre en place des mécanismes aussi d'insertion professionnelle, et fait partie des priorités du programme d'Emmanuel Macron. Seydou Kanté, alors, à mes auditeurs, je vous rappelle que je reçois dans cet entretien Seydou Kanté, docteur Seydou Kanté, et docteur en géographie politique, fondateur de l'Institut africain de la géopolitique, implanté ici même en France, soutien d'Emmanuel Macron, soutien actif à la campagne d'Emmanuel Macron, candidat du mouvement politique En Marche. Seydou Kanté, on est dimanche. Alors, à supposer qu'à 20h ce soir, la figure d'Emmanuel Macron apparaît comme les deux candidats qualifiés pour le second tour. Soulagement, certainement. Mais est-ce que... Alors, je ne vais pas vous demander qui vous ne voulez pas avec vous au second tour. Est-ce que vous avez une préférence sur le quatuor? Emmanuel Macron, certainement, voudrait peut-être refaire cette alliance républicaine si jamais il se retrouvait face au Front National. Mais est-ce que Emmanuel Macron a une préférence parmi le quatuor qui est donné comme le quatuor de tête? Sur cette question, je pense qu'Emmanuel n'a pas de préférence. Peu importe le candidat qui sera face à lui le 23 avril à 20h, je pense que nous passerons au second tour, Inch'Allah. Parce que toutes les intentions de vote le montrent, en fait, peu importe la configuration, parce que ça reste des sondages, hein, il faut prendre avec des pincettes. Mais je pense que les Français, s'ils votent pour Emmanuel Macron et les placent au premier et au second tour, pour le second tour, je pense qu'il n'y aura pas de mal à passer le second tour, peu importe le candidat qui se présentera avec lui. Seydou Kanté, imaginons le contraire. À 20h, un premier visage apparaît, puis un deuxième, et il n'y a pas Emmanuel Macron. Déception, certainement, non? Certainement, c'est une très grande déception. Je ne souhaite pas cet objectif, même pas dans mes cauchemars. J'espère que ça ne se produira pas. Mais ce qui est important, en fait, c'est que voilà, si ce n'est pas Emmanuel Macron, je ne peux pas l'imaginer, mais ça peut arriver, on est en politique. Mais quand on est républicain, on ne peut pas voter pour le Front National, on ne peut pas que Marine Le Pen il passe. Et François Fillon, aussi, n'en parlons pas. Moralement, il est atteint par ce qu'il a fait, mais aussi son programme est socialement cassant et économiquement irréalisable. Je pense que voilà. Finalement, Emmanuel Macron, il ressemble à personne, c'est ça? Dans cette campagne présidentielle, il a quand même des affinités, plus si affinités avec certains candidats, non? Il a des affinités. Même pas avec le candidat du Parti Socialiste, le parti quand même qu'il a biberonné, qu'il a mis aux affaires, non? C'est pas le parti qu'il a biberonné, qu'il a mis aux affaires. Le gouvernement socialiste, voilà. Parce qu'on l'a appelé au gouvernement parce qu'il était compétent. Donc, et d'ailleurs, est-ce qu'il vous fait la confidence sur
le soutien du président Hollande? Parce que jusqu'ici, quand même, il vous en a fait la confidence. Ça, je ne peux pas donner cette information si il en a fait la confidence ou pas. Je pense que, je donne mon avis personnel. Je pense qu'au plus fond de lui-même, le président Hollande, quand on écoute son discours, son dernier discours sur la campagne, en parlant des uns et des autres, nous savons certainement que son cœur balance pour Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un soutien qui gênerait la campagne, le candidat Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez que c'est convenu que le président Hollande ne soutienne pas publiquement Emmanuel Macron? Est-ce que vous vous accommoderez du soutien du président Hollande? On s'accommode depuis. Il n'a pas fait, je pense qu'à 48 heures d'élection, il ne va pas le faire non plus. Mais son discours, ses sorties laissent paraître que voilà, il opte pour Emmanuel Macron par rapport sa préférence va vers Emmanuel Macron par rapport aux autres candidats. J'espère que ce jour, le président lui-même, il va voter pour Emmanuel Macron. Ça nous fera une voix de plus. Est-ce qu'on peut prendre le pari? Alors, je ne vous les ai pas présentés, mais on est en contact avec quand même d'autres membres de l'équipe de campagne des autres candidats avec lesquels nous avons voulu organiser ce débat contradictoire, mais les contraintes d'agenda font qu'on fera les interviews séparément dans un premier temps pour ce premier tour. On peut prendre l'engagement de faire un débat du second tour entre vous et le représentant du candidat qui sera qualifié. Vous serez prêts? Vous n'allez pas fuir ce débat, vous? Jamais de la vie. Ce sera avec un très, très grand plaisir de débattre avec le candidat, le représentant du candidat qui viendra au second tour contre Emmanuel Macron. Nous prenons le pari, amis auditeurs, sur Sud FM, d'organiser ce débat-là, de ces Africains qui s'engagent dans cette campagne électorale, qui sont impliqués dans les états-majors de campagne et qui s'engagent et qui voudraient changer les choses. Seydou Kanté le disait tout à l'heure. Il est une raison aussi de son engagement, changer ce rapport de la France à l'Afrique, puisqu'on a fréquenté les mêmes écoles, on est dans les mêmes entreprises. Aujourd'hui, fréquenter l'état-major politique d'Emmanuel Macron ouvre aussi des perspectives sur ces rapports France-Afrique. Seydou Kanté, en tout cas, merci d'avoir été notre invité sur cette mythique place des Invalides, où quand même l'histoire, une grande partie de l'histoire de France s'est jouée. Place des Invalides où dans quelques jours certainement, le président Hollande n'a pas encore donné l'agenda, où ce policier qui est tombé sous les balles de ce terroriste en cette veille de fin de campagne électorale recevra les honneurs de la nation dans la cour des Invalides, comme il est de tradition. À chaque fois qu'un militaire tombe sous les balles, que ce soit dans des théâtres d'opération à l'étranger ou même en France, depuis les sanglants attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan et sur les terrasses de café. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation et je vous donne rendez-vous très bientôt. J'espère pour vous. J'espère que c'est vous qui reviendrez au second tour. Je l'espère pour vous. Je n'ai pas de parti pris. J'espère que vous allez voter pour nous aussi. J'attends d'être convaincu. Je ne dirais pas que je ne suis pas encore convaincu, mais j'attends d'entendre les autres. Mon bulletin, je le vends cher. Je le vends cher, mon bulletin. Alors, Seydou Kanté est quand même ce qu'on appelle un as des réseaux sociaux. Voilà, il est très actif sur les réseaux sociaux et ça peut être utile aussi pour cette campagne d'Emmanuel Macron parce que j'ai pas consulté sa page, combien d'abonnés, combien de fans, combien de contacts, mais en tout cas il est très actif sur ces réseaux et ça c'est très bien, c'est de très bon augure aussi pour partager, discuter, échanger et il le fait très bien. Alors aujourd'hui c'était la rencontre entre un spécialiste, un as des réseaux sociaux et un cagoulard, comme je dis. Je n'y suis pas, ce n'est pas mon fort. Mais en tout cas, j'espère que c'est vous que je retrouverai dans le cadre de la campagne du second tour. J'espère en tout cas qu'on y reviendra. Amis auditeurs, merci de nous avoir reçus. Et à la suite de Seydou Kanté, nous allons dérouler aussi avec les représentants des autres candidats. Et nous ne manquerons pas de revenir avec d'autres dans cette campagne du second tour. Merci beaucoup. Merci Seydou Kanté. Nouvelle émission. Émission Boubès. La diaspora reprend la parole sur Sud FM. Tous les samedis de 19h à 20h, place à la diaspora. Abdoulaye Cissé déroule avec nos compatriotes de l'étranger qui s'illustrent chacun dans son domaine. Leaders d'opinion, intellectuels, artistes, hommes politiques, mouvements associatifs basés à l'étranger,
vous retrouverez votre place sur Sud FM. Place à la diaspora, c'est tous les samedis de 19h à 20h sur Sud FM. Place à la diaspora, une émission présentée par Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, une nouvelle émission que vous propose Sud FM Sen Radio tous les samedis de 19h à 20h.